Nous avons vu dans la première partie de la vie de Rolando Rivi comment, entré au petit séminaire, il avait dû en revenir vu la situation de la guerre et comment, revenu dans sa paroisse, il avait souhaité conserver la soutane malgré la pression des communistes partisans ou des partisans communistes. Voilà où nous en étions. Rolando est conscient de la violence anti-religieuse qui est intrinsèque au communisme. Il sait que les partisans sont puissants dans sa région toutefois, il ne consent donc pas à retirer sa soutane comme sa famille le lui conseille et comme l'ont fait d'autres séminaristes du voisinage. Je ne fais de mal à personne, dit-il, je ne vois pas pourquoi j'enlèverais ma soutane qui est le signe de ma consécration à Jésus. Le garçon exerce une influence déterminante sur les petits séminaristes retirés à San Valentino, qui l'encouragent à étudier comme lui le latin grâce aux leçons privées données par une institutrice. Par sa maturité au-dessus de son âge, il a 13 ans, le jeune homme fait figure dans la commune de chef de file de la jeunesse communiste. Il n'entend nullement céder à une intimidation, ce serait décevoir les jeunes catholiques qui, à son exemple, entendent résister à la contagion communiste. Le 10 avril 1945, dans la semaine de Pâques, Rolando assiste à la messe à San Valentino et rentré à la maison, il se retire près d'un petit bois à un endroit où il vient souvent pour étudier en toute tranquillité. Comme il n'est pas rentré à l'heure du déjeuner, son père va le chercher. Mais au lieu de trouver son fils, Roberto voit les livres de classe de son fils, éparpillé à terre. Sur un feuillet déchiré d'un de ses cahiers, il peut lire « Ne le cherchez pas, il passe un moment avec nous, les partisans ». Craignant de mettre en péril la vie de leur fils, les parents Rivi différeront pendant 24 heures de signaler sa disparition, permettant ainsi aux ravisseurs de s'éloigner comme ils l'escomptaient. À pied, Rolando est emmené à Monchio, à 25 km de San Valentino, dans une ferme qui sert de refuge à un groupe de partisans communistes, le bataillon Fritelli. Dès son arrivée, le prisonnier est traité avec brutalité et en dehors des règles de discipline appliquées par les partisans, selon lesquelles un accusé devait être jugé par le tribunal de district. Emprisonné dans la porcherie voisine de la ferme, il y est soumis à plusieurs interrogatoires visant à lui extorquer des aveux. On l'accuse d'être un espion au service des nazis, d'avoir volé aux partisans pistolets et de s'en être servi pour tirer sur eux. Il a sur lui une petite somme d'argent gagnée en raison de ses services comme sacristain. On veut y voir le prix de sa trahison, payée par l'occupant. Rolando nie tout. Ses agresseurs l'insultent et le frappent à coups de ceinture et à coups de poing. La propriétaire de la ferme, qui a tout entendu, rapportera des détails sur les tortures subies par l'adolescent. Celui-ci, cependant, persiste à nier ce dont on l'accuse. Le séminariste est dépouillé de sa soutane et celle-ci froissée est traitée avec dérision. Les partisans ne permettent pas au garçon de la remettre. Le vendredi 13 avril, c'est le vendredi qui suit Pâques, à 3 heures de l'après-midi, ils portent leurs prisonniers blessés et épuisés par les sévices subis pendant 2 jours et 2... Le vendredi 13 avril, à 3 heures de l'après-midi, ils portent leurs prisonniers, blessés et épuisés par les sévices subis pendant 2 jours et demi, dans un petit bois proche de la maison. Quand il voit la fosse creusée juste à côté, Rolando comprend le sort qui l'attend. En pleurant, il demande « Laissez-moi le temps de faire une prière pour mon papa et ma maman ». Ce garçon qui vit sa dernière heure ne pense pas à lui, mais à ses proches, ceux qu'il aime le plus au monde. Il s'agenouille à côté de la fosse. À cet instant, un partisan tire 2 coups à bout portant sur le jeune homme qui tombe mortellement atteint à la tempe et au cœur. Le meurtrier, un commissaire politique, sera décrit dans l'arrêt du tribunal qui le condamnera en 1952 comme un homme fanatique tenant à outrance de la lutte des classes. Des partisans qui avaient tenté de sauver le jeune homme diront que l'assassin leur avait fermé la bouche en criant pour justifier son acte « Demain, il y aura un prêtre de moins ». Avant la guerre, en 1937, le pape Pie XI, dans l'encyclique Divini Redemptoris, avait expliqué
Lorsque du cœur des hommes l'idée même de Dieu s'efface, leur passion débridée les pousse à la barbarie la plus sauvage. C'est hélas le spectacle qui s'offre à nous. Pour la première fois dans l'histoire, nous assistons à une lutte froidement voulue et savamment préparée de l'homme contre tout ce qui est divin. Et plus près de nous, en 1991, dans l'encyclique Centesimus Annus, le pape Jean-Paul II, qui avait connu l'occupation communiste en Pologne, qui donc sait de quoi il parle, montrait où prend racine le totalitarisme moderne, dont le communisme a été la forme la plus meurtrière. Le totalitarisme, disait-il, naît de la négation de la vérité au sens objectif du terme. S'il n'existe pas de vérité transcendante, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Leurs intérêts de classe, de groupe ou de nation les opposent inévitablement les uns aux autres. Il faut donc situer la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine, image visible du Dieu invisible, et précisément pour cela, de par sa nature même, sujet de droit que personne ne peut violer, ni l'individu, ni le groupe, ni la classe, ni la nation, ni l'État. Revenons à Rolando. C'est en priant qu'il a quitté ce monde. Comme son grand amour, comme son grand ami Jésus-Christ, il est mort un vendredi, à 3 heures de l'après-midi, après une longue et douloureuse passion. C'est seulement ce même jour, 13 avril, que Don Camellini, le vicaire de San Valentino, apprend l'endroit où a été emmené Rolando, et lui et Roberto partent aussitôt pour Farneta, ville proche, où siège le tribunal des partisans de la région. Mais personne ne sait rien. Finalement, ils rencontrent le commandant du bataillon Fritelli, qui leur annonce froidement « Nous avons tué Rivi au Piane di Manchio parce que c'était un espion ». Arrivé à la ferme du Piane, il rencontre le commissaire politique. Celui-ci commence par nier, puis avoue. « C'est moi qui l'ai tué, mais j'ai la conscience parfaitement tranquille. C'était un espion au service des Allemands, il les avait conduits 2 fois à nos campements. » Et à une question du prêtre qui demande si l'adolescent a souffert, l'assassin, mentant effrontément, répond par la négative en montrant son revolver. « Regarde, avec cela, on n'a pas le temps de souffrir. » Le 15 avril, 2 jours plus tard, donc le dimanche qui suit Pâques, Don Camellini et Roberto procèdent au déterrement du corps du martyr qui est provisoirement enterré ensuite au cimetière voisin. Mais le 25 mai 1945, environ donc 1 an après, la dépouille mortelle est ramenée à San Valentino, entourée d'une foule comprenant des centaines de jeunes catholiques qui avaient connu le défunt. Sur sa tombe, son père a fait inscrire ces mots : « Repose dans la lumière et dans la paix, toi qui as été éteint par la haine et les ténèbres. » Pendant de longues années, il sera impossible de rien publier au sujet du meurtre de Rolando Rivi, comme sur l'assassinat de nombreux prêtres considérés par les communistes comme des ennemis de classe. Dans cette seule région de l'Émilie-Romagne, on estime à 15 000 le nombre de victimes de cette épuration, dont 93 prêtres et séminaristes. Le procès des meurtriers de Rolando a mis en évidence les motifs de son exécution. Je cite, « Le séminariste Rolando Rivi, par sa conduite pieuse et irréprochable, par son zèle pour la pratique de la foi, constituait pour la jeunesse locale un exemple édifiant des vertus civiques et chrétiennes qui, par lui-même, devait nécessairement entraîner l'adhésion de beaucoup au catholicisme. Sa capture et sa suppression ont donc eu pour mobile et pour effet d'éliminer à jamais un obstacle efficace à la pénétration de la doctrine communiste dans la jeunesse. Le prétexte invoqué par les meurtriers, selon lequel Rolando aurait été un espion, a été inventé pour les besoins de la cause. En 1997, les restes mortels de Rolando ont été transportés dans l'église paroissiale de San Valentino. Le 4 avril 2001, un enfant anglais, James, a été guéri d'une leucémie incurable à la suite de l'application d'une relique de Rolando sous son oreiller, accompagnée d'une neuvaine de prière de la famille et des amis du malade. Cette guérison, que les médecins ont déclarée inexplicable, a été présentée au Saint-Siège
en vue de la béatification de Rolando qui a été célébrée le 5 octobre 2013. Si nous pouvions croire en Jésus-Christ avec la promptitude, la spontanéité, la simplicité, la docilité avec lesquelles Rolando Rivi a cru, notre foi deviendrait forte comme la sienne et notre Église deviendrait forte comme cette Église qu'il avait dans son cœur et pour laquelle il n'a pas hésité à mourir, devait déclarer Monseigneur Negri, évêque de Montefeltri. Puissions-nous demander, par l'intercession du serviteur de Dieu, Rolando Rivi, la grâce d'appartenir à Jésus totalement. Alors nous jouirons de la vraie liberté des enfants de Dieu et nous régnerons ici-bas et pour toujours avec le Christ. À bientôt.